Pendant les dernières leçons, nous avons vu comment l'astrophysicien peut partir en exploration et remonter le passé de l'univers grâce à la présence de ce qu'on appelle des fossiles astronomiques, c'est-à-dire des observations qui nous disent quelque chose sur le lointain passé de l'univers. Et nous avons en particulier observé le rayonnement fossile qui nous a renseigné sur un passé pas tellement lointain en température, puisque la température à cette époque était d'environ 3000 degrés. Aujourd'hui, la température de l'univers est d'environ 3 degrés. Et puis, nous avons commencé à explorer, à analyser, à disséquer, à interpréter un autre fossile qui est relié, lui, à l'abondance de certains éléments chimiques, l'hydrogène, l'hélium et le lithium dans l'univers. Bien sûr, ces éléments, on les observe dans les étoiles, dans les galaxies, et on essaie de retrouver quelle devait être l'abondance de ces éléments dans les étoiles les plus anciennes, celles qui se sont formées peu après le Big Bang. Alors, sur notre carte, ça va donner à peu près ceci. On aime toujours nos cartes parce qu'elles nous permettent de nous situer dans l'espace et dans le temps. Nous sommes ici aujourd'hui, ça c'est un axe de temps, et nous reculons dans le passé et nous avons déjà franchi 2 étapes importantes. La première étape, ici, qui correspond à une température de 3000 degrés, ceci, ça correspondait à 3 degrés, et dans un passé que nous évaluons à environ 15 milliards d'années dans le passé. Et puis ensuite, on continue. Je vous dis tout de suite, ça n'est pas à l'échelle, puisqu'ici, on était à 3000 degrés et qu'ici, maintenant, on est à 1 à 10 milliards de degrés. À cette température, l'univers a des réactions thermonucléaires. Il fait très chaud, les protons et les neutrons se capturent et se dissocient pour donner naissance à un certain nombre d'éléments qui sont donc l'hydrogène lourd, l'hélium 3, l'hélium 4 et le lithium 7. Et cela se passe à une période qui est d'environ 1 million d'années entre le moment où l'univers est à 10 milliards de degrés et l'univers est à 3000 degrés. Donc vous voyez que tout cela n'est pas à l'échelle, c'est schématique, mais c'est pour vous illustrer notre promenade. Nous allons remonter, nous allons voir si on peut aller encore plus loin. Mais avant d'en arriver là, je voudrais glaner certains renseignements, certaines informations que l'étude de cette nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire de cette période où l'univers a été assez chaud pour créer ces éléments chimiques, on va voir que nous avons un bonus, un surcroît d'informations qui vient confirmer à nouveau la théorie du Big Bang. J'ai mentionné auparavant comment la théorie du Big Bang est une théorie tellement extravagante par rapport à tout ce qu'on a toujours cru précédemment. On a cru précédemment que l'univers était éternel et inchangeant, et du coup, on vient nous raconter que non, pas du tout, l'univers est en changement très important. Preuve, la température à cette période est de 10 milliards de degrés, alors qu'aujourd'hui, elle est de 3 degrés, si ce n'est pas un changement. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut donner pour appuyer cette théorie d'un univers plus chaud dans le passé? J'ai mentionné comment le rayonnement fossile en avait été une bonne confirmation. Je vais maintenant passer à une seconde preuve qui est arrivée tout récemment, c'est-à-dire une prédiction qui a été faite par cette théorie du Big Bang et prédiction qui a été magnifiquement confirmée par des expériences qui ont eu lieu très récemment au CERN à Genève dans le domaine de la physique des particules. Vous voyez comment ce qui est intéressant dans cette astrophysique, c'est que l'infiniment grand, comme on disait auparavant, l'extrêmement grand, les galaxies, les étoiles, ont des propriétés qui sont reliées à l'extrêmement petit, c'est-à-dire aux propriétés des particules élémentaires telles que nous les observons aujourd'hui, non pas au télescope, mais dans les accélérateurs. En d'autres mots, ce que nous observons au télescope a une incidence sur ce que nous pensons observer dans les accélérateurs via les théories de la physique. Et cette jonction entre la physique et l'astrophysique est une des données les plus fascinantes de notre époque. Les deux groupes, physiciens et astrophysiciens, travaillent la main dans la main et nous avons presque tous les ans des rencontres où nous mettons en commun nos nouvelles données, puisque ce que nous apprenons en astronomie intéresse les physiciens et ce que les physiciens détectent au laboratoire intéresse les astronomes, puisque les théories, la façon de penser l'astronomie est influencée par la façon de penser la physique des particules et vice-versa. Eh bien, je vais passer maintenant à un de ces chapitres les plus intéressants pour vous dire un peu ce que les physiciens pensent
de comment la nature est faite, comment les particules sont faites. On a parlé tout à l'heure de différentes particules, on a parlé de l'électron, des quarks et des neutrinos. Et aujourd'hui, la vision contemporaine de l'univers, c'est ce que nous observons, les étoiles, les galaxies, le monde visible est essentiellement composé d'une famille qui a 4 membres importants. Alors, un de ces membres, c'est l'électron, bien sûr. L'autre membre, ce sont les quarks qui sont les composantes des protons et des neutrons. Et il y a, je vous ai dit, 2 types de quarks qui vont nous intéresser, le quark D et le quark U. Et aussi une 3e particule qui fait partie de l'ensemble, bien qu'elle soit plus évasive, on la voit moins, mais on sait qu'elle est présente, c'est le neutrino. Et donc, la famille des particules élémentaires contient 4 membres qui sont illustrés dans le diagramme ici, dans lequel vous voyez en haut les 2 premières lignes, là où c'est marqué première génération, en dessous du mot lepton, lepton ça veut dire léger, il y a électron et neutrino. Si vous regardez à droite, vous voyez qu'il y a les quarks, vous reconnaissez nos 2 quarks D et U, et il faut aussi dire que les quarks se présentent sous ce que nous appelons des couleurs. Évidemment, ce n'est pas des vraies couleurs, mais c'est une autre façon de les distinguer. Il y a des couleurs, il y a des quarks qu'on dit rouge, vert et bleu. Bon, on pourrait les appeler les quarks 1, 2, 3. C'est pour dire qu'il y a une autre façon de classifier les quarks. Il y a les quarks D et U, mais on peut aussi les classifier par leur couleur. Il y a 3 variétés de quarks. Alors, ce qui s'appelle ici première génération, c'est ce que nous observons. Toute la matière que nous connaissons est faite essentiellement de ces 2 premières lignes. Une découverte assez étonnante qui a été faite au laboratoire dans les années passées, c'est qu'il y a comme une seconde génération dans laquelle il y a des analogies. Par exemple, une particule qui s'appelle le muon, qui est représentée ici par le mu, ressemble totalement à un électron, mais à un grand frère, à un gros frère de l'électron. Le muon est environ 260 fois plus lourd que l'électron, mais c'est la seule différence. Autrement, il est tout à fait analogue. De même, il y avait le nu qui est en haut, le neutrino qui est en haut, avec un petit E pour dire que c'est la famille électronique. À la 2e génération, vous voyez nu avec un petit mu en bas qui veut dire c'est la seconde génération. Et on retrouve là aussi nos doublets et nos triplets de quarks. Il y en a un qui s'appelle le S pour dire strange, étrange, C pour dire charmé. Bon, tout ça, c'est des fantaisies de physiciens. Ce sont des noms qu'on peut donner. Et puis ensuite, on retrouve les 3 couleurs. Et puis ensuite, les physiciens ont continué à se dire, mais est-ce qu'il y aurait d'autres générations? Puisqu'il y en a 2, est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir plus? Et on a trouvé une 3e génération. Encore une fois, c'est répétitif. La particule tau que vous voyez là est comme un très gros frère du muon, qui est un gros frère de l'électron. Et on a aussi un neutrino tau qui est en analogie et placé de la même façon. Et puis ensuite, encore une fois, 2 quarks qui sont le quark B et T. Alors, il y en a qui disent c'est bottom et top, et d'autres beauty and truth. Bon, vous voyez qu'on a le choix. Et puis qui se trouve aussi avoir 3 couleurs possibles. Alors voilà, aujourd'hui, comment se présente la physique au niveau le plus intime. Elle est composée de 3 générations de particules, ces 3 générations contenant chacune 4 membres ou 8 membres, pardon, si on tient compte des couleurs différentes. Et bien sûr, les physiciens se posent la question de savoir, d'accord, on a trouvé 3 générations. D'abord, pourquoi la nature fait-elle 3 générations alors qu'apparemment une seule suffit pour faire le monde réel? Alors, on sait que la nature est généreuse, qu'elle fait toujours plus qu'il en faut, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y en a plus que ça? Est-ce qu'il y en a une 4e? Est-ce qu'il y en a 25? Est-ce qu'il y en a 2000? Combien de générations semblables existent dans la nature? Alors, jusqu'à il y a quelques années, les physiciens n'avaient aucun moyen de répondre à cette question. Ils pouvaient dire qu'il y en a au moins 3, mais il peut y en avoir 80 ou 160. Par contre, l'astrophysique est dans le cadre de la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire dans le cadre que nous étudions maintenant de la formation des éléments hydrogène, hélium et lithium, on pouvait faire une prédiction à ce sujet. On pouvait dire on peut rendre compte de l'abondance relative des éléments deutérium, hydrogène, hélium 3, hélium 4, lithium 7, donc vous voyez, ça fait pas mal de mesures, à condition
de penser, de faire l'hypothèse qu'il n'y a pas plus de 3 ou un maximum de 4 générations de particules. C'est-à-dire à condition de dire que ce que nous avons observé, ces 3 générations, c'est probablement tout ce qui existe. Il y en a peut-être dans le cadre des incertitudes. Bien sûr, c'est des mesures qui ne sont pas tout à fait précises. Il y a toujours ces incertitudes. On aurait pu glisser une 4e génération, mais les astrophysiciens pouvaient dire la théorie du Big Bang, qui est une théorie prédictive, c'est-à-dire qu'elle peut faire des prédictions, fait la prédiction suivante: le nombre de familles de particules élémentaires qui existent dans l'univers ne peut pas être supérieur à 4 et est vraisemblablement de 3, parce qu'à 3, ça connaît très bien. Eh bien, cette prédiction, qui a été faite par les astrophysiciens il y a maintenant plus de 15 ans, a été magnifiquement confirmée par les mesures qui ont été faites au CERN sur les accélérateurs. Donc, ce n'est pas des mesures de télescope, c'est des mesures aux accélérateurs. Et aujourd'hui, nous avons la certitude, depuis 1 an ou 2, qu'il y a effectivement 3 générations et pas plus. Ben voilà encore une pierre de touche d'une bonne théorie. C'est la théorie qui peut dire si j'ai raison, si ce que je prétends est correct. Et en ce moment, ce qu'elle prétend, c'est que l'univers a été à au moins 10 milliards de degrés, eh bien, alors je peux dire quelque chose dans un domaine qui n'est pas le mien. Je peux dire quel est le nombre de particules élémentaires, le nombre de familles de particules élémentaires qui existent. Je peux dire que c'est 3 ou 4 maximum. Et cette confirmation étant venue au CERN, d'abord en 81 et puis l'an dernier en 89, grâce à l'entrée en opération de ce gigantesque accélérateur qui va en dessous de la France et de la Suisse, qui fait, si je me souviens bien, 48 km de circonférence, eh bien, les résultats de cet accélérateur ont confirmé avec une grande précision cette prédiction de la théorie de la nucléosynthèse primordiale, donc du Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a effectivement 3 familles de particules et pas plus. Alors, cela ne répond pas, bien sûr, à la question de savoir pourquoi il y en a 3 plutôt que 2 plutôt que 1, pourquoi la nature s'est répétée. Ça, c'est des questions qui sont des questions ouvertes et que les physiciens des particules se posent aujourd'hui. Donc, une première confirmation, non seulement la théorie du Big Bang est en mesure de rendre compte de l'abondance relative des éléments deutérium, c'est-à-dire hydrogène lourd, hélium 3, c'est-à-dire hélium léger, hélium 4, c'est-à-dire hélium lourd, et lithium 7, mais en rendant compte, elle fait des prédictions, et la première prédiction, c'était effectivement qu'il y ait 3 familles de particules élémentaires, et cette prédiction est confirmée. Il y a une deuxième prédiction dont je vais parler maintenant et qui va nous amener sur un sujet très important, c'est la question de la densité de l'univers et de l'avenir de l'univers. La densité de l'univers, c'est la densité moyenne de l'univers, c'est tout simplement quelle est la quantité d'atomes qu'il y a dans un volume très grand de l'univers. On prend un très grand volume, des millions d'années-lumière, l'arrête, et on regarde le nombre de galaxies qu'il y a là-dedans, donc on calcule la masse et on divise par le volume, et cela donne la densité. C'est le sujet auquel nous allons nous intéresser particulièrement aujourd'hui, parce que c'est la densité de l'univers qui va déterminer son futur, qui va déterminer comment les choses vont se passer dans un avenir très lointain, mais qu'on peut déjà prédire grâce au modèle cosmologique. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans un univers très dense, dans un univers dans lequel il y aurait beaucoup de galaxies dans un volume, eh bien l'interaction entre ces galaxies fait qu'à mesure qu'elles s'éloignent, elles sont ralenties par l'action des autres galaxies. Elles sont rappelées vers elles-mêmes par l'action des autres galaxies. Et ça ressemble, par exemple, à ce qui se passe quand on lance un caillou. On sait très bien que si on lance un caillou, le caillou monte à une certaine vitesse, mais on voit très bien comment sa vitesse diminue, et ensuite il s'arrête et il redescend. Pourquoi? Parce que tout le temps de son mouvement, la Terre l'attire et la Terre ralentit son mouvement jusqu'à ce qu'il l'inverse et qu'il retombe vers la Terre. Par contre, on sait très bien
que lorsqu'il s'agit d'une fusée qu'on lance avec une très grande vitesse, la fusée en montant, bien sûr, va ralentir, mais si on la lance avec une vitesse suffisante, elle ne va pas retomber sur la Terre, elle va quitter la Terre avec toujours une vitesse, donc dans la même direction. La vitesse critique, ce qu'on appelle la vitesse au-deçà de laquelle la fusée retombe et au-delà de laquelle elle sort de l'attraction de la Terre, on l'appelle la vitesse critique. Pour la Terre, c'est à peu près 11 km par seconde. Ça dépend bien sûr de l'objet, de l'astre duquel on veut partir. Pour la Lune, qui est plus petite, qui a un champ de gravité plus faible, c'est environ 2 km par seconde, tandis que si on voulait lancer une fusée du Soleil, par exemple, il faudrait compter 3000 km par seconde. Donc, cette notion du fait qu'un champ de gravité retarde le mouvement d'un corps, on la retrouve aussi dans le domaine des galaxies. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais le champ de gravité moyen de toutes ces galaxies ralentit leur mouvement, et une question se pose de savoir si ce ralentissement est suffisant pour ramener les galaxies sur elles-mêmes, ou si au contraire, il n'est pas suffisant, si notre univers n'est pas assez massif, pas assez dense, eh bien les galaxies vont continuer indéfiniment. Alors, c'est très important, bien sûr, pour savoir quel va être l'avenir de l'univers, et on va d'abord définir ce qu'on appelle la densité critique. La densité critique, c'est celle qui est telle que si l'univers a une densité plus faible, il va s'étendre indéfiniment, il va se disperser indéfiniment et se refroidir indéfiniment, bien sûr, puisqu'on a vu qu'avec le mouvement de dispersion, il y a un refroidissement. Tandis que si elle a une densité plus grande que la densité critique, le champ de gravité produit par cette masse de matière, par cette densité de matière, est suffisant pour ramener les galaxies sur elles-mêmes après un certain temps. Et à ce moment-là, bien sûr, la température de l'univers va cesser de décroître et elle va recommencer à monter et on atteindra des températures très élevées comme celles qu'on avait dans le passé. C'est ce que les Américains appellent le Big Bang et puis le Big Crunch. Toute la matière se retrouve et on repart vers les très hautes températures. Alors, question fondamentale, quel est l'avenir de l'univers? Question corollaire, quelle est la densité de l'univers? Est-elle supérieure ou inférieure à la densité critique? Pour mettre des chiffres, je crois que c'est toujours intéressant d'avoir des images visuelles. La densité critique, ça correspond à peu près à 10 atomes d'hydrogène par mètre cube. Vous voyez, c'est peu. Dans un mètre cube, 10 atomes d'hydrogène. Rappelez-vous que dans l'air, ici, il y a des milliards de molécules d'air par centimètre cube. Et là, on parle de 10 atomes d'hydrogène, ou l'équivalent, bien sûr, parce que ce n'est pas nécessairement des atomes d'hydrogène. C'est tout ce qui peut attirer, donc tout ce qui a une masse ou une énergie. Donc, densité critique, c'est la densité qui serait telle que l'univers continuerait à s'étendre indéfiniment, et je l'ai représenté dans ce diagramme ici. Voilà ce que donnerait un univers qui aurait tout juste la densité critique. À partir d'un point où les galaxies sont très rapprochées, elles s'éloignent progressivement, voilà leur distance, mais vous voyez qu'elles ralentissent. Elles ralentissent et puis elles atteignent une vitesse qui est à peu près constante, et elle continue à s'éloigner à une vitesse à peu près constante. C'est l'équivalent d'un caillou que vous lancez avec tout juste la vitesse d'éjection. Il va continuer à se déplacer et sa vitesse donc va ralentir progressivement, mais ne va plus, la vitesse tend vers zéro et l'espace entre les galaxies tend vers une constante. Oui, je m'excuse, c'est la vitesse tend vers zéro, le ralentissement amène la vitesse à tendre vers zéro, mais la distance entre les galaxies devient constante. En parallèle, ce qui va se passer, c'est que la température va continuer à décroître et puis elle va atteindre un plateau, elle va continuer à décroître, comme on dit, asymptotiquement, elle va descendre de plus en plus et tendre pour un temps infini, elle prendra un temps infini pour atteindre le zéro absolu. Donc voilà ce que serait un univers critique. Qu'est-ce qui se passe si l'univers a une densité inférieure à la densité critique? Eh bien, vous voyez, le ralentissement va être moindre. Si le ralentissement est moindre, les galaxies, R, rappelez-vous, c'est la distance entre deux galaxies, les galaxies vont s'éloigner et vont continuer à s'éloigner de plus en plus, mais de plus en plus lentement. Tandis que la température, elle, va continuer à descendre
mais un peu plus vite si la densité est plus faible. Par contre, si la densité de l'univers est supérieure à la densité critique, donc 10 atomes par mètre cube, alors là, ce qui va se passer, c'est que les galaxies vont s'éloigner pendant un certain temps, et puis ensuite vont être ramenées vers elles-mêmes, exactement comme le caillou que vous avez lancé et qui retombe sur lui-même. Les galaxies vont se rapprocher les unes des autres et vont retrouver les très hautes densités du départ, tandis que la température, après être descendue pendant un certain temps, va remonter et va atteindre à nouveau des très hautes températures. Alors vous voyez comment il est important, si on veut connaître le sort de nos petits-enfants, parce que rien de cela, même le retour en arrière est au moins un retour vers les températures plus élevées, se situe à au moins 40 milliards d'années dans le futur. Donc vous voyez, pas de panique, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse de très près, mais comme nous sommes curieux du sort de l'univers, nous aimerions bien en savoir quelque chose. Alors, question: quelle est la densité de matière dans l'univers? Est-elle supérieure ou inférieure à 10 atomes, l'équivalent de 10 protons par mètre cube? Réponse: eh bien, c'est une question difficile. C'est une question difficile parce qu'il y a de la matière qui se manifeste à nous sous forme d'étoiles, de galaxies, et ça, on peut la comptabiliser de façon relativement facile. Mais il y a aussi peut-être de la matière qui ne se manifeste pas par sa lumière. Par exemple, imaginez qu'il y a de la caillasse répandue dans l'espace ou des petites étoiles qui ne brillent pas. Eh bien, comment tenir compte dans notre bilan de cette matière? Et puis imaginez qu'il y ait des particules totalement exotiques, totalement inconnues de nous, que nous ne savons même pas détecter au laboratoire, et que ces particules elles-mêmes contribuent d'une façon importante. Alors, je voudrais un peu vous dire quel est l'état de la situation aujourd'hui par rapport à ces 10 particules, ces 10 atomes par mètre cube. Alors là, je vais prendre une nouvelle échelle que je vais appeler oméga. Alors, on va dire qu'oméga égale 1, c'est la densité critique. 1, dans cette échelle, ça représente 10 atomes par mètre cube. Si je prenais oméga égale 1/10, ça représenterait 1 atome par mètre cube. Et oméga égale 1/100, ce serait 1/10 d'atome par mètre cube. Donc, c'est juste une échelle commode. Alors, si on fait d'abord le bilan de ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus facile. On fait la somme des galaxies, des étoiles, des nébuleuses et tout ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne relativement peu de matière à cette échelle. Ça donne de l'ordre de 1/10 d'atome par mètre cube, c'est-à-dire oméga égale 1%, c'est-à-dire 1% de la densité critique. Mais bien sûr, c'est, comme je l'ai dit, une limite inférieure. Nous savons que nous le voyons et qu'il y a déjà ça, mais est-ce qu'il y aurait de la matière qui ne se laisse pas voir, mais qui se manifeste d'une autre façon? Il y a une loi très générale, qui est la loi d'Einstein, qui nous dit que toute matière se manifeste par son champ de gravité. Même si elle ne brille pas, même si elle est aussi exotique que vous voulez, dès qu'elle a masse et énergie, elle va influencer autour d'elle le comportement de la matière qui est à son voisinage. Et donc, en étudiant le comportement de la matière visible, on peut savoir s'il y a de la matière invisible, parce que cette matière invisible va déformer les orbites, va changer les mouvements. Et ça, c'est une des premières avenues pour étudier précisément cette question de la matière noire. On appelle la matière noire la matière manquante, parce que vous allez voir qu'il en manque beaucoup et que nous sommes dans une situation assez grave sur ce plan. C'est ce que je vais essayer de vous décrire. Pour illustrer le problème, nous allons momentanément quitter le monde des galaxies et revenir dans notre système solaire et regarder le mouvement des planètes autour du Soleil. La courbe de rotation des planètes, c'est la courbe qui nous dit quelle est la vitesse des planètes en fonction de la distance de ces planètes au Soleil. Je l'ai présenté ici. Imaginez que sur cet axe, il y a le Soleil. Là, la distance des planètes, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Jupiter, Saturne, etc. Et là, la vitesse de rotation. Mercure, c'est environ 40 km par seconde. Et on voit que plus on s'éloigne du Soleil, plus les vitesses sont petites. Quand on arrive ici, c'est des vitesses qui sont inférieures au kilomètre par seconde. Cela, c'est simplement l'expression du fait que plus on est loin de la masse centrale, plus le champ de gravité du Soleil se fait faiblement sentir, parce que le champ de gravité décroît avec le carré de la distance. Donc la force de gravité sur Pluton est beaucoup plus faible que la force de gravité sur Mercure.
et la force centrifuge que ces planètes doivent arriver à acquérir, ont acquise dans le passé pour rester en orbite stable, évidemment, est beaucoup plus faible. Alors voilà quelque chose de tout à fait clair, tout à fait connu, et qui illustre bien ce phénomène de l'influence du champ de gravité d'un corps sur la vitesse des corps qui l'entourent. Eh bien, c'est à partir d'un exemple semblable que nous allons mettre en évidence l'existence de matière manquante, c'est-à-dire du fait qu'il y a plus de matière que nous en voyons. Nous allons maintenant considérer notre galaxie. Notre galaxie, ceci maintenant c'est le centre de la galaxie, et là on s'éloigne dans la galaxie jusqu'à la périphérie de la galaxie, jusque là où on voit encore des étoiles. Et nous allons faire la même chose, nous allons prendre la vitesse de rotation de ces étoiles autour du centre de la galaxie en fonction de la distance. Ce ne sera pas tout à fait semblable au début, bien sûr, parce que dans le cas du système solaire, le Soleil étant tellement plus gros que les planètes, toute la masse est concentrée au centre. Dans le cas de la galaxie, non. La matière est dispersée un peu plus, de sorte qu'au début, la vitesse va monter progressivement. Arrivée à une certaine distance, elle va atteindre 200 km par seconde, c'est à peu près les vitesses que l'on trouve dans la galaxie. Et puis, si maintenant on faisait le calcul de ce que devrait être la vitesse de rotation des étoiles à partir de la masse visible des étoiles dans la galaxie, de même qu'on a pu faire la courbe de rotation des planètes à partir de la masse connue du Soleil, on trouverait quelque chose qui monterait ici et qui descendrait ici rapidement. Pour la même raison, plus on s'éloigne, plus on est loin de la majorité des étoiles de la galaxie, donc plus le champ de gravité devrait être faible. Et un des problèmes les plus mystérieux de l'astrophysique depuis longtemps, c'est que les courbes de rotation des galaxies, c'est-à-dire on fait très exactement ça, on prend une galaxie lointaine, on peut mesurer, on prend le centre de la galaxie, on le met là, on mesure la distance des étoiles au centre de la galaxie et on mesure leur vitesse par le décalage vers le rouge et vers le bleu. Et au lieu de trouver ce qu'on attendrait, c'est-à-dire qu'après une montée comme ceci, la vitesse décroît progressivement, de sorte que les étoiles qui sont situées à la périphérie, presque à l'extérieur de la galaxie, devraient tourner très lentement. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Elles continuent comme ceci, elles atteignent un plateau, et dans certains cas, ces plateaux s'éloignent à de très grandes distances, et même bien au-delà de là où on ne voit plus d'étoiles, la courbe de rotation reste la même, environ 200 km, 200-250 km par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici, dans la galaxie, de la matière qu'on ne voit pas et qui force ces étoiles à tourner plus vite. Voilà une des façons pour nous d'illustrer la présence de matière manquante. On se dit, qu'est-ce qu'il y a à la périphérie de notre galaxie qui gravite, c'est-à-dire qui crée un champ de gravité, qui attire, qui oblige les étoiles à tourner très vite parce qu'autrement elles tomberaient vers le centre de la galaxie, et pourtant ça n'est pas des étoiles, ou du moins on ne voit rien quand on fait le bilan des étoiles. Alors voilà une première manifestation de la masse manquante, voilà une première manifestation du fait qu'il y a plus de matière que nous en voyons. J'ai mentionné tout à l'heure que par rapport à la matière que nous voyons, les étoiles, ça brille et tout ça, nous avons à peu près l'équivalent de 1/10 d'atome par mètre cube, c'est-à-dire oméga, à peu près 1% de la densité critique. Quand on veut tenir compte et qu'on se demande combien de matière faut-il ajouter pour arriver à rendre compte du fait que les courbes de rotation ne retombent pas, on est obligé d'augmenter d'un facteur 10. On est obligé d'aller jusqu'à 1 atome par mètre cube, c'est-à-dire oméga égale 10%, 10% de la masse critique. Et la question se pose, de quelle nature est cette matière qui est 10 fois supérieure en masse, qui représente 10 fois plus de matière que la matière visible, la matière électronique qui brille, celle que nous connaissons. Quelle est sa nature? Et c'est là un des problèmes fondamentaux de la cosmologie contemporaine. Résumons-nous, nous sommes en train d'étudier le problème de la densité de l'univers et de son futur. Et on a maintenant deux nombres intéressants. Le premier nombre, c'est la densité de matière visible qui se manifeste par la lumière. Ça donne à peu près
une densité d'environ 1/10 d'atomes par mètre cube, c'est-à-dire 1% de la densité critique, de la densité qui se situe entre l'univers qui refroidit indéfiniment et l'univers qui se recontracterait. Et nous avons obtenu une seconde mesure, c'est la mesure de la densité de matière qui gravite. La matière qui gravite, qui nous a été révélée par exemple par les courbes de galaxies, mais il y a d'autres méthodes que je n'ai pas le temps d'expliquer. Et là, on trouve une densité 10 fois plus grande, qui est quelque chose comme 1 atome par mètre cube, c'est-à-dire 1/10 de la densité critique. Alors c'est là que la nucléosynthèse primordiale revient, parce qu'elle va aussi nous donner un renseignement. Elle va nous dire quelle est la densité de protons et de neutrons, c'est-à-dire de noyaux, c'est-à-dire de matière ordinaire qui existe dans l'univers. Je vous rappelle que le problème de la nucléosynthèse primordiale, c'était de rendre compte de l'abondance relative des éléments hydrogène, deutérium, hélium-3, hélium-4, lithium-7. On a vu que la théorie peut en rendre compte à condition de fixer 2 éléments. Le premier, c'était le nombre de familles de particules qui existent dans l'univers, et la théorie a dit c'est 3 ou 4, et cela a été magnifiquement confirmé par les observations aux accélérateurs, les expériences aux accélérateurs, mais elle a aussi besoin de déterminer, de fixer quelle est la densité de nucléons, c'est-à-dire de matière ordinaire. Et la théorie, là, dit je peux expliquer l'abondance de ces éléments si la densité d'atomes est d'à peu près 1/10 de la densité critique, c'est-à-dire quelque chose qui colle bien avec la densité de matière gravitante. En fait, il y a des incertitudes et on ne peut pas très bien savoir si c'est 1/10 ou un peu plus ou un peu moins, mais en tout cas, c'est supérieur à la densité de matière visible, et ça c'est réconfortant parce que si on avait trouvé que la densité de matière nucléonique d'atomes était inférieure à la densité de matière visible, on aurait eu des problèmes parce qu'on sait bien que la matière visible, elle est faite d'atomes, la physique atomique, l'émission des photons, donc elle est supérieure à la densité de matière visible et elle est à peu près comparable à la densité de matière gravitante de celle qui se manifeste par les courbes de rotation de galaxies. Alors, je crois que les meilleures données maintenant que nous ayons sur le futur de l'univers, ils sont donnés par le fait que nous avons une relativement bonne estimation, mais qui est sujette à caution, parce qu'il y a d'autres éléments qu'on ne connaît pas. Tout cela, pour l'instant, reste relativement préliminaire. Je dirais, si on devait donner un rapport aujourd'hui de ce que nous pouvons penser de l'avenir de l'univers, c'est que, sa densité semble inférieure à la densité critique par environ un facteur 10, et 2, cela donne pour l'avenir de l'univers quelque chose à peu près comme ceci. On retrouve notre diagramme, le temps et la distance entre les galaxies. Vous voyez comment la distance croît et ralentit sa croissance, c'est-à-dire que les galaxies s'éloignent toujours, mais il y a des vitesses qui décroissent, mais cette vitesse ne va pas tendre vers une valeur nulle, comme dans le cas où on aurait eu exactement la densité critique. Elle va continuer à une certaine vitesse, et la température va continuer à se refroidir. Alors, c'est l'équivalent en termes de fusée d'une fusée qui a une vitesse supérieure à la vitesse d'éjection de la Terre. Elle sort de l'attraction de la Terre et elle continue avec une vitesse qui ne tend pas vers zéro, mais qui diminue, mais qui ne tend pas vers zéro. Cela veut dire que si cela est confirmé, et encore une fois, il faut être prudent, ces données ne sont pas définitives, il y a des recoupements qui ne se font pas très bien, il pourrait y avoir des changements, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la mesure de la densité de nucléons, qui colle relativement bien avec la mesure de la densité de matière gravitante, qui est à peu près 10 fois supérieure à la densité de matière visible, donc il y a le problème là, de la masse manquante ou de la matière manquante, cette densité nous permet de prévoir un univers qui ne va pas se refroidir éventuellement, se réchauffer éventuellement, et que nous ne sommes pas dans cette situation-ci. Voilà quelle aurait été la situation si l'univers avait eu une densité supérieure à 10 atomes par mètre cube. Nous aurions eu d'une part des galaxies qui s'éloignent pendant un certain temps et qui après ça finissent par se rapprocher, et une température qui décroît pendant un certain temps et qui ensuite se remet à augmenter.
Alors, question intéressante un petit peu pour les spécialistes, ceux qui ne sont pas familiers, vous n'êtes pas obligés d'écouter pour quelques minutes. Cela nous donne un renseignement sur ce que nous appelons la géométrie de l'univers, c'est-à-dire la topologie de l'univers. Notre univers, nous le décrivons par un espace-temps, et une des questions fondamentales qui se pose dans le cadre de la relativité, c'est est-ce que cet espace-temps est courbe ou s'il est plan? Eh bien, on peut montrer que cette géométrie de l'univers est reliée à la densité critique. Si l'univers a la densité critique, alors l'espace-temps est plan. Plan, ça veut dire géométrie plane, ça veut dire, comme au sens d'Euclide, les parallèles ne se rencontrent jamais. Si l'univers a une densité qui est plus faible que la densité critique, il a une géométrie de type selle de cheval. Alors voilà ce qui se passe dans un univers dont la densité est inférieure à la densité critique. L'espace-temps, attention, il ne s'agit pas de l'espace, on fait une analogie ici avec une surface dans un univers à 3 dimensions. C'est un peu plus général, c'est l'espace-temps, donc un univers à 4 dimensions, un espace à 4 dimensions. Si la densité est inférieure à la densité critique, il a cette topologie en selle de cheval, c'est-à-dire qu'il y a une courbure comme ceci, et que si vous regardez dans l'autre sens, la courbure est comme cela. Il y a une courbure comme cela, et la courbure dans l'autre sens est comme cela. Par contre, si l'univers a la densité supérieure à la densité critique, alors il a une topologie, il a une courbure qui est de type sphère. La sphère a également 2 courbures, mais les 2 courbures sont dans le même sens. En tout point de l'espace, les 2 courbures sont comme ceci et comme ceci. Donc, c'est replié vers le bas. Tandis que dans le cas selle de cheval ou col de montagne, c'est la même chose. Une des courbures est comme ceci et l'autre courbure est comme cela. Donc, ça, c'est le cas si l'univers avait la densité supérieure à la densité critique, dans lequel cas l'univers, on peut le représenter comme ce petit cercle-ci qui va descendre le long de la sphère et qui va arriver en bas ici, se refermer sur lui-même et se réchauffer. Une surface comme celle-là n'a aucun point où elle se referme. La selle de cheval n'a pas de point où elle se referme sur elle-même, contrairement à la sphère qui se ferme, qui s'ouvre ici, ça ce serait le Big Bang, s'ouvre ici et ensuite se referme en arrivant au Big Crunch. Eh bien, en parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, la conclusion que l'on peut apporter, c'est qu'il semble bien, mais ce n'est pas définitif, que la densité de l'univers soit inférieure à la densité critique, donc que la courbure de l'espace soit de type selle de cheval, courbure négative, ou col de montagne. Alors, cela va être important parce que ce qu'on va plus tard reprendre cette question et montrer que dans le passé lointain de l'univers n'avait pas cette courbure. Il se courbe progressivement avec le temps, mais quand on remonte dans le passé, on arrive à un univers extraordinairement plan avec une précision fantastique. Et la planitude, certains disent la platitude, mais je crois que ce n'est pas tout à fait approprié, la planitude de l'univers des premiers temps est un problème. Comment se fait-il que l'univers, dans les tout premiers temps, ait été si extraordinairement plan? C'est une question à laquelle nous reviendrons un peu plus tard. En résumé, ce dernier fossile, celui de l'interprétation de l'abondance de certains noyaux de certains atomes légers, ceux que nous retrouvons ici, le lithium 7, l'hélium 4, l'hélium 3, l'hydrogène lourd, c'est-à-dire hydrogène 2, il faudrait dire, et hydrogène 1. En termes de réaction nucléaire impliquant des protons et des neutrons, dans la période où l'univers était encore très chaud, on a parlé de 10 milliards, ça se passe quelque part entre 10 milliards et 1 milliard de degrés. Cette interprétation, non seulement nous a permis de confirmer la théorie du Big Bang, puisque les abondances observées collent bien avec les abondances calculées, mais aussi nous avons glané quelques renseignements d'une très grande importance pour la physique et l'astrophysique. Le premier renseignement, c'est en rapport avec le nombre de familles de particules élémentaires, le nombre de générations. Vous avez au tableau les 3 grandes familles de particules élémentaires avec leurs composantes, électrons, neutrinos, et puis ensuite les quarks de différentes couleurs. Et j'ai mentionné comment la physique
des particules élémentaires jusqu'aux années 1980 étaient incapables de prévoir si, quand on avait découvert ces trois familles, on avait fait le tour, on avait épuisé la liste, est-ce qu'il y avait d'autres familles? Et l'astrophysique disait que si on voulait pouvoir expliquer l'abondance de ces éléments en termes de réaction nucléaire pendant les premières secondes, les premières minutes de l'univers, eh bien, il fallait qu'il n'y ait pas plus d'une famille supplémentaire et de préférence qu'il n'y en ait pas d'autres. Et une des grandes confirmations de la théorie du Big Bang, c'est quand on a montré d'abord en 81 et ensuite confirmé vers 89 qu'il y a effectivement trois familles et pas plus. Donc ça, c'est le premier enseignement. L'astrophysique, la cosmologie, la théorie du Big Bang avaient quelque chose à dire sur la physique des particules, sur le nombre de familles qui pouvaient s'y passer, qui pouvaient y exister. Le second enseignement, c'est en relation avec la question de la densité de l'univers, les différentes composantes de la densité de l'univers et leur rapport avec l'avenir de l'univers. Dans la diapositive suivante, je vous présente une partie du ciel, une fraction du ciel à grande échelle. Là, vous avez des galaxies et vous avez de l'espace entre ces galaxies où c'est noir. Eh bien, dans ces galaxies, si on veut définir la densité de l'univers, on peut définir d'abord la densité lumineuse. C'est la densité, c'est la quantité de matière qu'il y a dans une grande boîte dans laquelle il y a plusieurs galaxies. Et donc, j'ai mentionné que cette densité lumineuse était de l'ordre de 1/10 de particules par mètre cube, c'est-à-dire par rapport à la densité critique, celle au-delà de laquelle l'univers serait amené à se replier sur lui-même et en deçà de laquelle, au contraire, il s'étend indéfiniment. La densité lumineuse représente une quantité d'environ 1/100 de la densité critique. J'ai mentionné aussi qu'il y avait une autre façon de déterminer la densité de l'univers, la quantité de matière dans l'univers, parce que bien sûr, certaines matières peut-être ne brillent pas, et donc il faut essayer de la détecter, de percevoir la présence par d'autres effets, et nous savons que toujours la matière, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa composition, gravite, c'est-à-dire crée un champ de gravité autour d'elle. Et donc, on peut déceler la présence de matière même invisible, ce sera le cas pour les trous noirs, par exemple, simplement parce qu'ils déforment le champ de l'espace autour d'eux, ils créent un champ de gravité très important qui va avoir des effets sur de la matière visible. C'est donc indirectement, grâce à la matière visible, qu'on pourra voir la présence, qu'on pourra détecter la présence de matière non visible. Et j'ai donné l'exemple des courbes de rotation de galaxies. Comment il se fait que les courbes de rotation, c'est-à-dire la vitesse de rotation des étoiles autour du centre de la galaxie, restent à peu près la même sur des distances très grandes, même quand il y a plus de matière visible. On est donc obligé de faire appel à de la matière invisible. Et quand on fait le bilan, on trouve une quantité de matière qui est de l'ordre de 10% de la densité critique, c'est-à-dire environ 1 atome par mètre cube. Et c'est vraisemblablement la densité de matière qu'il y a dans l'univers. Et c'était intéressant de comparer ensuite ces deux fenêtres, la quantité de matière lumineuse qui est d'un centième de la densité critique, la densité de matière gravitante qui est d'1/10, la nucléosynthèse, c'est-à-dire la théorie de l'explication, du calcul qui tend à rendre compte de l'abondance de ces éléments, et il y a 4 éléments différents, lithium 7, hélium 4, hélium 3, deutérium, c'est-à-dire il y a 4 mesures, permettent de déterminer également quelle est la densité de nucléons, de protons et de neutrons dans l'univers, qui va arriver à expliquer ces abondances d'une façon compatible. Et là, on trouvait un résultat extrêmement intéressant. A priori, on aurait pu trouver n'importe quoi. Il n'y a pas de rapport a priori entre ces différentes quantités. On a trouvé effectivement que la densité de nucléons devait également correspondre à environ 1 atome par mètre cube, peut-être un peu moins, qu'elle se trouvait bien située entre la matière visible, qui est d'1/10 d'atome par mètre cube, et la matière gravitante, qui est de 1, peut-être 2 atomes par mètre cube. Alors, cela pose la question fort intéressante de savoir de quoi est composée, par exemple, la matière qui n'est pas visible. La matière qui n'est pas visible, rappelez-vous que la matière visible ne représente que 1% et la matière gravitante 10%. Alors, c'est le problème, un des problèmes les plus actuels de l'astrophysique aujourd'hui,
c'est ce que nous appelons le problème de la masse manquante. Alors là, il faut faire attention parce que ce mot masse manquante est utilisé dans deux sens différents et cela prête beaucoup à confusion. Un sens qui est légitime et un autre qui est plus spéculatif. Le sens légitime, c'est celui dont je viens de parler. Il y a environ 10 fois plus de matière gravitante que de matière lumineuse. Quelle est la nature de cette matière gravitante mais non lumineuse? Il peut s'agir bien sûr d'étoiles très faibles, il peut s'agir de planètes en très grand nombre, même de caillasses qui seraient répandues dans l'espace, même de poussière, d'objets solides de toutes dimensions. Bien sûr, cela ne brillerait pas et cela pourtant contribuerait au champ de gravité. Pourtant, quand on essaie d'étudier la question avec plus de précision, quand on essaie de montrer, de chercher quelle est la nature de cette matière, quand on prend un objet précis, par exemple les étoiles faibles, on se rend compte que par d'autres types d'observations indirectes, ça ne marche pas. Et chaque fois qu'on a essayé un objet précis, des Jupiters, des astéroïdes, des caillasses, chaque fois il y avait des problèmes importants venant d'autres directions, d'autres parties de l'astrophysique, et ça ne marche pas très bien. On a été amené alors à considérer la possibilité qu'il s'agisse de matières exotiques, c'est-à-dire de particules qui ne sont pas inscrites dans la liste que je vous ai présentée tout à l'heure, qui ne sont pas des électrons, des neutrinos, des quarks, mais peut-être d'autres types de particules. A priori, on ne sait pas, on n'est pas du tout certain d'avoir épuisé toute l'immense variété des espèces, des familles de particules. Il peut y avoir des espèces qui ne sont pas du tout dans cette classification. Et la physique contemporaine en a inventé beaucoup. Les théoriciens sont toujours très imaginatifs et ils ont inventé des quantités de particules qui sont comme des sœurs jumelles des autres particules. Par exemple, au photon, on a associé le photino. À l'électron, on a associé ce qu'on appelle le sélectron avec un S au début. On a associé comme ça beaucoup de particules qui sont des êtres théoriques pour l'instant, bien sûr, on ne les a pas détectés, mais qui pourraient arriver à résoudre certains problèmes de la physique des particules élémentaires. Et ce serait évidemment intéressant de montrer qu'il y a une particule qui à la fois résout certains problèmes des particules élémentaires et peut rendre compte de ce 90% de la matière manquante. Jusqu'ici, ça a été des échecs répétés, rien ne marche. On a aussi étudié le problème du neutrino, par exemple. On s'est dit, peut-être les neutrinos sont-ils massifs, peut-être les neutrinos ont-ils suffisamment de masse pour arriver à combler ce déficit. Et là aussi, quand on a regardé de près, ça ne marche pas bien. Tout ça est dans un état de confusion très grande en ce moment et on ne sait vraiment pas, on ne sait pas, il n'y a pas de réponse valable à la question de quoi est composé 90% de la matière de l'univers. C'est quand même extraordinaire et c'est quand même une leçon d'humilité, je pense, pour les astronomes. Tout ce que nous connaissons, étoiles, galaxies et tout ça, ne représente au total que 10% de la matière de l'univers. Il y en a 90% dont nous ne savons rien dire, sinon que ça gravite, sinon que ça crée un champ de gravité, mais nous ne connaissons rien de sa nature. Est-ce que c'est chargé? Quelle sorte de charge? Quelle sorte de masse? Quelle est la constitution physique? S'agit-il de matière composée de nucléons mais qui ne brillent pas, ou au contraire composée de particules totalement différentes de ce que nous connaissons? Nous n'en savons rien du tout et c'est un des grands mystères, un des grands problèmes de l'astrophysique contemporaine. Alors j'ai dit donc qu'il y avait cette fraction de matière qu'on appelle la masse manquante, et j'ai dit que le mot masse manquante était quelquefois utilisé dans un autre contexte qui celui-là est moins justifié. Alors le contexte qui est justifié, c'est la différence entre 1% de la densité critique et 10%. 1% matière lumineuse, 10% matière gravitante. Cette différence entre les deux est, elle, à expliquer, et en ce sens, on peut de façon légitime parler de matière manquante. Dans la littérature, on l'emploie souvent pour parler de la différence entre 10% et 100%, entre une densité qui serait de 1/10 de la densité critique et la densité critique elle-même. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a quelque chose là? Eh bien parce que, pour plusieurs raisons discutables mais quelquefois valables, les théoriciens, beaucoup de théoriciens sont convaincus que la densité de l'univers doit être non pas de 1/10 de la densité critique,
mais avoir très précisément la densité critique. Sur quelle base? Bon, il y a d'abord une base esthétique, évidemment. Ça ferait bien si l'univers avait tout juste la densité critique. Bon, ça n'est pas c'est une raison qui est très discutable, disons. Mais il y a d'autres raisons qui sont en relation avec un certain nombre de problèmes que l'on rencontre aujourd'hui en astrophysique et dont nous allons parler à la prochaine leçon. Ces problèmes, en particulier, c'est le problème très grave de l'origine des galaxies. On ne sait pas comment se forment les galaxies, mais on sait que si la densité était la densité critique, il serait plus facile de former les galaxies. Et pour cette raison, plusieurs personnes pensent, espèrent, croient qu'un jour, on va montrer que la densité de l'univers est non pas d'un dixième de la densité critique, mais de exactement la densité critique. Et pour cela, bien sûr, il y a une nouvelle masse manquante, parce qu'il faudrait montrer, mais oui, mais c'est quoi, de quoi est constituée cette matière, et comment se fait-il qu'on ne la voit pas? Comment se fait-il que les meilleures données aujourd'hui sur la densité de l'univers, la matière gravitante, tournent toujours autour de 10 ou au maximum 20% de la densité critique et jamais 100%. Alors là, évidemment, il y a tout un art de ce qu'on appelle cacher la poussière sous le tapis, de dire c'est peut-être dans telle forme de matière que vous n'avez pas encore regardé, que vous ne pouvez pas regarder pour des raisons technologiques. Et là aussi, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits. Beaucoup de personnes ont essayé de soulever les tapis, on les soulève les uns après les autres, et on ne trouve pas grand-chose, on ne trouve rien jusqu'ici. Et il n'y a en ce moment aucune raison de croire que l'univers a la densité critique, sinon que cela facilite la vie aux théoriciens. Alors il faut bien admettre qu'une telle raison n'est pas tout à fait valable, et cette idée que l'univers ait la densité critique exactement devient de moins en moins populaire, disons, chez les astrophysiciens. On n'a vraiment pas de raison de penser que c'est le cas, mais pourtant, on aimerait bien que ce soit le cas. Alors voilà donc le second gain de la nucléosynthèse primordiale. On a appris effectivement que l'étude des abondances relatives de ces éléments nous donne une mesure de la densité de matière sous forme de nucléons à comparer à la densité de matière observée par son champ de gravité, et cela donne une densité de matière nucléonique qui est tout à fait comparable à ce qu'on observe quand on évalue la densité de matière qui gravite. Alors tout ça, c'est assez encourageant, bien sûr. Alors revenons maintenant sur nos dessins et resituons-nous. Voyons voir où nous en sommes. Nous avons jusqu'ici, notre programme, c'est bien de remonter dans le temps et observer la température de l'univers et nous donner des raisons de croire que cette température, de nous convaincre que cette température était plus élevée dans le passé. Nous avons trouvé un premier fossile qui était le rayonnement fossile, qui nous a amené à une température de 3000 degrés, et au point de vue chronologie, c'était à environ 15 milliards d'années dans le passé. La seconde étape, c'était le fossile abondance relative des éléments deutérium, hélium 3, hélium 4, lithium 7, qui nous a permis d'affirmer que l'univers a été à au moins 10 milliards de degrés. 10 milliards de degrés, c'est la température requise pour qu'il fasse assez chaud, pour que les réactions nucléaires soient en mesure de former ces éléments. Et le fait que les abondances relatives collent bien avec les abondances calculées collent bien avec les abondances observées, nous a confirmé que c'était une bonne déduction, nous sommes sur la bonne voie. Au point de vue chronologie, il a fallu reculer d'environ encore 1 million d'années dans le passé. Cela se passe à l'horloge conventionnelle aux premières minutes. Vous avez vu que je n'ai pas employé beaucoup cette horloge conventionnelle et je vais vous expliquer pourquoi. Je préfère établir une chronologie à partir d'aujourd'hui qu'à partir d'un temps zéro hypothétique dont nous ne savons même pas si une telle idée existe. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Et finalement, cette étude nous a confirmé dans cette vue que j'ai présentée la dernière fois, que l'avenir de l'univers, qui est déterminé par la densité de matière, l'avenir de l'univers est tel qu'il va se
continuer à se refroidir indéfiniment, que les galaxies vont s'éloigner indéfiniment. Cela veut dire en gros que le champ de gravité des galaxies, l'attraction qu'elles exercent les unes sur les autres, n'est pas suffisamment puissante pour ramener les galaxies sur elles-mêmes après un temps indéfini. C'est l'analogue du caillou qu'on a lancé et qui a une vitesse qui est un petit peu supérieure à la vitesse d'éjection, de sorte que le caillou va s'échapper de la Terre, ne va jamais retomber sur la Terre, mais va aller à une vitesse qui va décroître progressivement sans jamais retomber sur la Terre. Alors, de même que la Terre a un champ de gravité et qu'elle ralentit les cailloux qu'on lance, de même l'univers a un champ de gravité qui est dû à toutes ces galaxies. Il ralentit la vitesse des galaxies quand elles veulent s'éloigner, mais les meilleures mesures nous disent que ce champ de galaxies n'est pas suffisant pour ramener les galaxies sur elles-mêmes dans une grande explosion finale qui aurait été l'analogue de l'explosion initiale.